Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français par Jean Birnbaum. Aujourd'hui, personne ne nous croyait et nous avions raison. Aux origines, l'isolement. Récemment, 2 épisodes ont propulsé le trotskisme sur le devant de la scène. Les lapsus d'un Premier ministre au passé mal assumé et la progression significative de candidats rouges à l'élection présidentielle. Si bien que la France apparaît aujourd'hui comme le sanctuaire d'un spectre qui ne semble pas hanter outre mesure le reste de l'Europe. Mais par-delà ces aspects anecdotiques, reste le rôle moteur joué par les trotskistes dans l'émergence actuelle de nouvelles radicalités sans frontières. Car loin d'en être un résidu groupusculaire et marginal, le trotskisme doit être envisagé comme le miroir du siècle. Du refus de la dégénérescence stalinienne à la solidarité avec les peuples colonisés en passant par la résistance à tous les fascismes, ce courant n'a jamais cessé de faire vivre une tradition à la fois minoritaire et opiniâtre d'émancipation sociale. Pour autant, il n'a pas toujours su éviter les dérives autoritaires. Et c'est dans ces contradictions mêmes qu'il permet de déchiffrer l'époque, ses convulsions et ses perspectives. Ni histoire académique, ni enquête policière, cette série d'émissions refuse et la vitrification de la mémoire et les délices du complot. Au moment même où, un à un, disparaissent les acteurs du trotskisme des origines, elle se contente de donner la parole aux militantes et aux militants pour faire entendre un sujet collectif en clair-obscur, incarné ici par des voix de toute génération et de toute condition qui témoignent de la richesse mais aussi des tensions et des limites du discours révolutionnaire en ses diverses figures. Fils d'un comédien franc-maçon et lui-même appelé à devenir peintre et grand maître du Grand Orient dans les années 70, Fred Zeller naît à la conscience politique au début des années 30 en adhérant d'abord aux étudiants socialistes. Fred Zeller. Je suis toujours pas trotskiste, mais les trotskistes sont là, dans l'organisation, une minorité, mais courageuse, physiquement courageuse. Or, voilà que je reçois par David Rousset un message de Léon Trotsky qui était au courant de tout, parce que lui, il suivait tout ce qui se passait, y compris nos journaux, ce qu'on disait, etc., tout au courant, hein, très au courant. Alors il dit, Léon Trotsky serait très heureux si tu acceptais d'aller le rencontrer en Norvège. Bon, alors j'avais vu les rues, j'avais vu Léon Blum, il manquait plus que Trotsky maintenant. Je dis, je vais en parler aux camarades, mais enfin, moi personnellement, je suis d'accord pour y aller. Alors j'en parle à mes quelques copains de la direction. Il dit, c'est pas de problème, parce que on est aussi lié avec la gauche du parti avec Marceau Pivert, et il est évident qu'ils vont réagir en disant, vous nous faites passer tous pour des trotskistes. Ça peut avoir un côté désagréable pour eux. Enfin, oui, mais je dis, écoute, il est difficile de repousser une invitation comme celle-là. Arrive ce qui arrivera, j'y vais. Et c'est comme ça que je suis arrivé à une fosse, après une pérégrination très délicate, parce que je devais traverser l'Allemagne, où Hitler venait de prendre le pouvoir. Je suis arrêté à Hambourg, à Cologne, dans les changements de train au gare, après 3 nuits et 3 jours, emballé d'une gare à l'autre, d'un machin à l'autre, avec un itinéraire qui avait été très bien mis au point par un ancien secrétaire de Trotsky, Vendée-Nord. Tout était minutieusement fait, je devais arriver à telle heure à tel endroit, telle heure à tel endroit, et jusqu'à Trelleborg, où je prends un ferry qui me fait traverser la Suède. Et enfin, j'arrive à Oslo, où des camarades norvégiens m'attendent pour me conduire jusqu'à une fosse, où d'autres camarades m'attendent
pour atteindre le Vexal, un petit village perdu dans la neige, où il y avait un grand chalet en bois, isolé complètement dans la neige. C'était quand même en octobre, il faisait froid, très froid. Le chalet lui-même était occupé par Cora Knudsen, sa femme, sa fille, était un socialiste au Parti socialiste norvégien et il sous-louait une partie à Trotsky, un grand bureau, une chambre au premier étage. La salle à manger était commune. Ils mangeaient à 12h30, nous on mangeait à 1h. Alors, ils ouvrent la porte et disent en allemand, Frazeller vient d'arriver. Alors, je reverrai toute ma vie ce spectacle extraordinaire. Je me trouve dans une grande pièce avec au fond le bureau et Trotsky qui se lève. J'ai cru que c'était la révolution d'octobre qui se levait tout d'un coup. Alors il arrive très fraternel, ça me serre ensuite contre lui sur son cœur comme s'il m'avait toujours connu, etc. M'embrasse à la russe. Et puis tout de suite il me dit ah mais on va pas commencer à parler maintenant, je veux que vous vous reposiez. Vous avez un très long voyage qui vous a fatigué. On va vous donner une tasse de thé et vous allez vous reposer sur le lit de camp qui était dans son bureau. Et puis c'est comme ça que les choses ont commencé, que j'ai vécu avec eux, enfin, comme un fils de famille, tranquille, partageant tout. Si bien que, au bout de 2 jours, le vieux me dit, écoutez, est-ce que vous savez taper à la machine? Je dis oui. Écoutez, je suis un peu gêné de vous demander ça, mais je n'ai pas de secrétaire et il faut absolument qu'on réponde au courrier. Parce que des camarades attendent des réponses urgentes pour ceci ou pour cela, il faut que je réponde. Et alors, il me dictait les réponses sur les sujets les plus divers. Il fallait parler de la question des syndiqués en Angleterre. Il fallait répondre à la réorganisation du POUM, le Parti d'unification marxiste en Espagne, trotskisant, et les rapports avec les anarchistes du POUM et de la CNT, etc., etc., etc. Fred Zeller. La France, il considérait que nous étions, quand j'y étais, ils sentaient venir ça, ils sentaient venir. En France, vous allez vivre des événements grandioses et vous devez vous y préparer. Il faut une direction révolutionnaire, il ne peut pas y avoir, et ça je le pense toujours, il ne peut pas y avoir un grand mouvement révolutionnaire sans une direction qui coordonne ces masses qui vont se mettre en mouvement, qui leur donne des mots d'ordre justes, qui leur indique le but à atteindre, etc. Et puis une discipline dans l'action forcée. Si vous ne réussissez pas ça, vous échouerez, c'est obligatoire. C'était un enjeu particulier pour des milliers de raisons, parce que c'était quand même le pays de la Révolution française, n'est-ce pas? Et puis aussi la grande expérience de luttes successives, que ce soit la Commune, d'abord avant 48, la Révolution de 48, etc., 1830, les gens dans la rue, se battant dans la rue, etc. Il y a en France une tradition révolutionnaire incontestable, et ils pensaient, avec juste raison, que la classe ouvrière et ses dirigeants n'avaient pas oublié ces grandes leçons, surtout de la Commune de Paris. Et en fait, il ne s'est trompé que de peu, car quand il y a eu ce gigantesque déclenchement des occupations d'usines en France, où il n'y avait pas la plus petite usine de bouchons, de bricoles, etc., sans qu'elle soit occupée, et sans que les patrons ne puissent même pas entrer dans leur propre usine. Le malheur a voulu que, dans ce gigantesque mouvement populaire de 36,
Les communistes étaient contre la révolution et contre la prise du pouvoir par les travailleurs. Ils se contentaient de quelques réformes secondaires ou portant, les congés payés, les 45 heures, le repos hebdomadaire, la reconnaissance des délégués ouvriers, enfin toutes ces choses, mais surtout ne touchez pas à la transformation de la société française. À peine exclu de la SFIO, le jeune dirigeant socialiste se rapproche bientôt des trotskistes regroupés autour du journal La Vérité et participe même, en 1936, à la fondation du petit POI, ou Parti ouvrier internationaliste. Fred Zeller. La question vient à un moment où il me dit mais qu'est-ce que vous pensez de nos amis groupés dans La Vérité, etc. Alors je dis, vous comprenez, ce qui est de désagréable, c'est que pour un ou pour un non, ils sont pas déjà tellement importants, mais ils se scindent en 2-3 groupes où ils se disent les pires horreurs qu'on peut se dire entre militants. Ça leur a fait énormément de tort. Alors, il m'a dit, oui, je sais, c'est vrai, mais vous savez, les choses sont très compliquées avec les hommes. Vous avez été formé par la social-démocratie et les luttes de tendance étaient beaucoup plus atténuées, n'est-ce pas, qu'à l'intérieur du parti bolchevique. Alors, il dit, le maniement des hommes est une chose toujours très délicate, très difficile, et vous devez tenir compte de l'opinion de chacun, de sa personnalité. Vous savez, la vie de militant, surtout comme nous qui sommes dans l'opposition, n'est-ce pas, avec à la fois l'appareil d'État français et les staliniens, que vous connaissez en France, mais c'est dans tous les pays du monde le même problème qui se pose. Alors, vous devez faire attention aux militants. Quand vous les sentez inquiets ou fatigués, faut discuter avec eux. Faut leur donner la possibilité aussi de se reposer, de reprendre des forces, de reprendre un courage. Mais bientôt exclu, il rejoint Alfred Rosmer, Pierre Naville et la petite troupe des trotskistes français. Maurice Nadeau. C'était des réunions assez, je dirais pas fermées, mais qui étaient assez réduites parce que c'était pas l'afflux des masses à l'époque. C'était quand même une couche ouvrière et surtout intellectuelle qui se réunissait pas si facilement. Même la mutualité, je sais pas si c'était des salles trop grandes pour eux, quoi. Bon, je me souviens de réunions où on était
la région parisienne, ce qu'on appelait la région parisienne, c'est-à-dire les militants qui appartenaient à Paris et à banlieue, on se réunissait au premier étage du café Saint-Sulpice, là. Bon, pas grand-chose, ou rue des Archives aussi, c'est-à-dire qu'on était une trentaine, une quarantaine. Ça ressemble à des histoires de conspiration. Enfin, mais en effet, on se trouvait aussi un peu comme ça. On était un peu les parias, un peu de tout. On était les parias des staliniens qui nous traitaient plus bas de terre. On avait la fausse de la police, bon, bien sûr. On jouait les victimes. C'est-à-dire, comme des exemples, voyez ce qu'on fait, on nous tape dessus. Enfin, il y a un peu ce côté un peu masochiste, enfin aussi, bon. Parce qu'on a raison et on veut pas nous croire. Et on nous tape dessus. Alors ça paraît vraiment invraisemblable, enfin. Vous devriez comprendre, quoi. Si on n'a pas été trotskiste à 20 ans, on a eu tort, parce que, ça c'est sûr, à l'époque. Ayant obtenu une bourse grâce à une loi votée par le Front populaire, Wang Dongtri débarque à Marseille en octobre 1937. Moins d'un an plus tard, ce jeune ingénieur venu d'Indochine s'éveille aux idées trotskistes. Wang Dongtri. J'étais élève au lycée Saint-Louis, en classe de préparation de grande école. Et à cette époque-là, d'ailleurs, ma famille dit toujours, surtout, ne touche pas à la politique. Ma famille voulait que j'étudie, ne pas toucher à la politique. Seulement le 1er mai, j'allais quand même assister au défilé. Et j'ai souvent vu ceci. Au 1er mai, la CGT, le Parti communiste, c'est par dizaines de milliers avec des gros bras, avec les trotskistes, quelques centaines, lamentables, et qui étaient tabassés. Ils étaient tabassés par les gros bras et tapés d'un côté par la police, et tapés de l'autre côté, tapés des gros bras et des partis communistes. Alors, à cette époque, en réalité, j'ai pris parti pour Trotsky, non pas parce que j'ai compris quelque chose, c'est pas une question morale. C'est-à-dire que je suis du côté du faible contre le fort. Et je suis du côté de la vérité contre le mensonge. C'est donc uniquement sur le plan moral. Et sur ce, j'ai cité des livres de Trotsky. Et un jour, il y a le surveillant principal, M. Play. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez dans votre blouse là? Mais j'ai dit, 100 livres. Mais quoi? Alors, il a vu, le livre, c'est Ma vie de Trotsky. Le surveillant général, il dit, venez avec moi. Il m'emmène dans son bureau, il décroche son téléphone, il appelle la police. Donc en 1938, Trotsky est déjà brûlant. Rien qu'en livre, c'est déjà brûlant. Grande figure du trotskisme provençal, Albert de Mazières rejoint les révolutionnaires alors qu'il est encore élève au lycée Thiers à Marseille. Albert de Mazières. Alors nous sommes très anti-militaristes, très anti-impérialistes, et nous prenons des grèves un peu partout, et la grève générale. Voilà. Cela dit, sur le terrain, ça ne se traduit pas par une activité intense. Parce que nous n'avons pas le gros des troupes avec nous, il n'y a pas de doute. Nous faisons ce que nous pouvons, nous prenons des gens individuellement, et puis nous leur disons, vous savez, les socialistes, Blum, oui c'est vrai, les 40 heures, etc., ce sont des choses excellentes, mais n'est-il pas un tout petit peu au service quand même de la bourgeoisie française? C'est un réformiste. Nous ne le sommes pas du tout, nous sommes des révolutionnaires. Et la formule de Trotsky, par opposition à Staline, la formule de Trotsky, c'était révolution permanente et fraternisation universelle. Voilà. C'était un combat idéologique beaucoup plus qu'un combat sur le terrain. Dina Vierny, fille d'un militant menchevique russe, et plus tard fondatrice du musée Mayol.
Dina Vierny. Tout ce qui pensait intelligemment était de cette idée-là. Devant nous, c'est la guerre. Devant nous, c'est une adversité épouvantable. D'un côté, l'Allemagne nazie, ça fait peur, hein. De l'autre côté, l'Union soviétique, ça fait peur aussi. Alors, que devenons-nous? Alors, on essaye de lutter, on essaye de tenir debout, tout en gardant nos opinions. Justement, en restant ce que nous étions. Car nous étions des révolutionnaires, véritables. C'est excessivement difficile d'être tout seul, envers et contre tous, d'avoir une idée et en plus avoir raison. Car l'histoire nous a donné raison. Je me souviens, j'avais quelques amitiés avec des écrivains, dont avec Claude Roy. Claude Roy était un garçon des plus intéressants et des plus sincères. Il était, comme tous les intellectuels français, très porté sur l'Union soviétique. Et moi, j'étais tout à fait contre. Et je lui expliquais à quel point c'était un leurre. Eh bien, après la guerre, tout à coup, mon Claude Roy vient vers moi avec des reproches. Mais pourquoi tu m'as pas dit tout ça? Mais j'ai essayé. Claude, à multiples reprises, tu m'as toujours renversé, tu m'as toujours bouleversé en me disant que j'avais tort. Personne ne nous croyait. Et nous avions raison. Maurice Nadeau. Les organisations révolutionnaires sont quand même hiérarchisées. Hein. C'est quand même bien. Hein. Il y a le responsable de ci, on les appelle des responsables, mais le responsable a un pouvoir. Il te dit bon, alors il faut aller au meeting là-bas, puis tu vas prendre la parole, et puis tu vas simplement faire le chahut pour empêcher etc. Bon, tu y vas parce que tu es un militant discipliné, etc. Donc tu as quelqu'un qui te commande au-dessus. C'est ça. C'est pas la foire à neuneux, hein, l'organisation. Mais non. Lénine était un pragmatique, un tacticien, stratège, qui n'avait pas l'envergure théorique, par exemple, de Trotsky, mais qui savait saisir le moment. Et ce qu'ils ont fait en 17, c'est un coup d'État. Ils n'avaient pas l'acceptation des masses. Trotsky était une envergure telle que il voyait tous les inconvénients de la chose, toutes les impossibilités, tout, et puis c'était jamais le moment. Moi, quand j'étais militant, qu'est-ce que je faisais? J'allais dans les cités du 13e, qu'on a démoli tellement c'était insalubre. Bon, qu'est-ce que je trouvais? Des braves gens, des braves types, je faisais le porte-à-porte, c'était un poivreau, c'était un type qui ouais, la révolution, ouais, d'accord, enfin, c'était ces gens-là, mais qu'il fallait amener à faire prendre conscience de ce qu'ils étaient, et de ce qu'ils pouvaient faire, de ce qu'ils pouvaient devenir. Mais c'était un travail de Sisyphe, enfin bon, mais c'est dur à tirer tout ça, c'est dur, hein. Moi, je suis allé gueuler les soviets en Espagne. Regardez, cet Olivarius, qu'est-ce qu'il lui prend? Les soviets en Espagne, il est malade. T'es en pleine guerre espagnole. C'est pas ça, le truc. C'était avec les républicains, etc. C'est-à-dire les gens qui tiraient dans le dos, quoi, finalement. C'est toujours aussi ça. Bon, je me fais casser la gueule à la sortie. Bon, je vais distribuer mon journal d'usine. Et puis, bon, ils étaient en grève. Thorez leur dit, il faut savoir terminer une grève. Ces pauvres gars, ça faisait 15 jours qu'ils tiraient la langue. À l'époque, on payait pas les journées de grève. Hein. Ils tiraient la langue. Je vais leur donner un tract, le journal d'usine, en leur disant, allez-y camarades, mettez un coup. Lui, qu'est-ce que c'est que celui-là? Il me casse la gueule, c'est évident. Qu'est-ce que c'est que ce provocateur qui vient leur dire ça? C'est compréhensible. Donc c'est jamais le moment, on est toujours en avance, on est trop dans le truc. Il faut être un peu à côté. C'est-à-dire tenir le manche. Et tant que tu tiens pas le manche, tu tiens rien du tout. Fils d'un militant ouvrier devenu député SFIO, Jean-René Chauvin a gagné aux idées trotskistes dès le milieu des années 30. Jean-René Chauvin. Ce qui est propre à Trotsky, c'est que
il était resté le seul de son expérience, et il avait l'expérience que le petit noyau qu'ils étaient à Zimmerwald s'était transformé en une grande puissance internationale, c'est-à-dire la troisième internationale. Alors, il pensait que le mouvement ouvrier était capable de renaître à partir d'un petit noyau. C'est un peu comme les chrétiens à partir de l'enseignement de Jésus-Christ, n'est-ce pas, ou Mohamed avec le Coran, etc. C'est un peu vieux comme l'humanité, ça. L'idée que l'on peut bouleverser l'humanité à partir d'un petit noyau. Un petit noyau peut jouer un rôle intellectuel, théorique important, mais il faut qu'il soit relié par une situation sociale. Maurice Nadeau. Quand le trotskisme est quelque part, c'est tout le milieu qui change. On avait cette comparaison quand on militait en tant qu'organisation, petite organisation. On se disait, on est le levain qui fera lever la pâte. La pâte, elle est là. Il lui faut du levain, il faut qu'elle lève. Un trotskiste quelque part, c'est le virus qui se met dans la pâte et qui l'empêche de pourrir. Chez Renault, il n'y avait pas des masses de trotskistes, il y en avait 1, 2, 3, peut-être même pas 3. Mais il suffit d'un quelque part pour lever une armée de gens qui disent « mais oui, mais il a raison, mais en effet », etc. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas un fantasme, c'est une réalité. Et j'étais le premier étonné quand je les voyais défiler passage du Bail. Renaud dit, tiens, on a un copain là, dans cet atelier. Le type que j'avais chez Numéro, qui continuait à m'écrire tous les ans, qui est depuis longtemps, bon, bien sûr, et qui me dit, c'était lui qui était le levain dans la pâte de Numéro. C'était lui qui, c'était autour de lui. D'abord, il avait mauvaise réputation, il s'était marié avec une Martiniquaise. Elle était noire. Et pour les ouvriers, ça n'était pas bien, ça. Parce que les ouvriers de cette époque étaient ce qu'ils étaient, quoi. Il n'était pas très évolué, hein. Bon. Et rien que pour ça, il faisait lever la pâte. Il disait, bon, celui-là, il n'est pas comme les autres. Et il était trotskiste, en effet. Il n'était même pas trotskiste, mais il était perméable à ce qu'on pouvait lui dire. Bon, ben maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Un anonyme parmi des milliers de gens, ça peut faire beaucoup de boulot. C'est pas un fantasme, mais c'est une réalité. Parce qu'il y a une caisse de résonance autour de quelque chose de vrai qui est dit. C'est pourquoi une petite organisation, c'est déjà Lénine qui avait compris ça. De quelques hommes, ça peut changer un pays. Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français. Texte lu par François Martouret, équipe de réalisation Frédéric Thieroux, Éric Villenfin, Rémi Fessard et Brigitte Bouvier. Préparé par Myriam Ankawa, une émission de Jean Birnbaum.